こんにちは、Fanny です。日本に来てからもう7年ですけど、日本語はまだまだですね。Faut que je vous explique tout ça. Bon, nous voilà bien installés confortablement dans le Shinjuku-gyoen. C'était important pour moi d'être dans un endroit où je me sens bien parce que là aujourd'hui on va aborder un sujet qui est très sensible pour moi, je vous l'avoue. C'était pas facile de prendre la décision de faire cette vidéo. Mitsu, mon mari, m'a beaucoup encouragé à le faire. Il m'a dit mais si, c'est super intéressant, tu devrais trop en parler avec ta commu et tout. Donc écoutez, nous voilà aujourd'hui. On va parler de mon niveau de japonais, de comment j'ai fait pour apprendre cette langue, où j'en suis réellement aujourd'hui, est-ce que je sais parler ou pas, parce que c'est vrai que je pense pas que vous m'ayez déjà vu parler. Bref, c'est parti, je vous laisse vous installer bien confortablement aussi avec un petit matcha des familles. Bon, changement de décor, on va beaucoup parler de mon niveau de japonais dans cette vidéo forcément, mais qu'en est-il du vôtre? Si vous aussi vous aimeriez progresser ou même apprendre la langue, j'ai peut-être la solution pour vous et ça tombe bien parce que c'est le partenaire qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui, Italki. Italki, c'est une plateforme qui vous permet de prendre des cours de langue avec des professeurs natifs et du monde entier. Quand je vous dis du monde entier, il y en a plus de 30 000 sur la plateforme, donc vous avez vraiment toutes les langues qui sont accessibles dessus. Vous avez l'anglais, le japonais, le coréen, l'espagnol, toutes les langues. Il y a même une langue extraterrestre, le Klingon. Est-ce que vous connaissez? Ce que je trouve super avec Italki, c'est que vous avez la liberté de choisir votre professeur. Donc par exemple, si vous préférez quelqu'un qui parle français, et ben c'est possible. Ou même quelqu'un qui partage des points communs avec vous, ça peut être sympa pour avoir des conversations qui sont un petit peu plus naturelles. Par exemple, moi j'ai pris rendez-vous avec Tomoki. C'est un professeur de japonais, il parle également le français et il apprend l'anglais. Ah, konnichiwa! Hi, よろしくお願いします。Tomoki です。よろしくお願いします。Fanny です。カッコの中に、日本語を入れてもらえますか？この図を見ながら。彼は頭がいいです。そうですそうです。はい。で、くっていえあじゅてくってでケーキは甘くて美味しいです。たこ焼きは辛くて美味しいです。Voilà, la leçon c'est terminé. Franchement, ça s'est super bien passé. Tomoki, il explique trop bien. N'hésitez pas à aller voir son profil si jamais vous vous inscrivez à Italki, je vous le recommande vraiment, sincèrement. Vraiment, croyez-moi, parler avec un natif, ça vaut de l'or en termes d'apprentissage. C'est vraiment ce qui va faire que votre niveau va faire fiou comme ça. En plus, avec Italki, c'est génial parce qu'il y a plein d'avantages. Par exemple, vous pouvez choisir les professeurs en fonction de votre budget, en fonction également de votre niveau et aussi surtout en fonction de votre emploi du temps. C'est-à-dire que c'est pas une plateforme où vous allez devoir payer un abonnement tous les mois. En fait, vous payez au cours. Ça vous permet vraiment de prendre le cours selon vos disponibilités et ça c'est trop bien. Si Italki vous intéresse, j'ai une offre à vous proposer avec mon code Fanny. Pour 10 € dépensés, vous aurez 5 € offerts sur votre première leçon. Je vous mets le lien en description. Franchement, je ne peux que vous recommander Italki pour apprendre le japonais. Déjà, vous avez des super profs qui pourront vous aider sur plein d'aspects de votre apprentissage, que ce soit pour reprendre confiance à l'oral, apprendre les kanji ou même juste pour découvrir la langue. Je trouve que c'est vraiment génial. Merci encore à Italki pour leur confiance et nous on retourne à la vidéo. On va parler un petit peu de manière chronologique parce que j'aimerais bien déjà vous expliquer pourquoi j'ai décidé un jour d'apprendre le japonais, d'où ça m'est venu cette idée. Alors pour moi, je pense que c'est arrivé surtout grâce à la découverte d'internet. Donc moi à l'époque j'avais 11 ans. Bon, il faut savoir que je viens d'une famille qui n'est pas spécialement riche. On avait un ordinateur à la maison mais on n'avait pas encore la connexion internet, donc on n'avait pas encore de wifi, on n'avait pas encore d'abonnement à cette époque-là. Du coup la manière dont j'ai découvert internet est assez rigolote parce que c'est ma grande sœur qui était au collège à cette époque-là qui se faisait prêter un ordinateur portable. La met là avec son ordinateur nouveau. Je crois qu'elle avait le droit à 1 heure d'accès à internet par jour, un truc comme ça. Ma sœur devait se connecter du coup tous les jours et ça prenait un temps fou et surtout ça faisait ce bruit très étrange là. Ça, c'est mes premiers souvenirs d'internet. Je sais plus comment c'est arrivé exactement, mais en tout cas, ma mère a pris un abonnement Wi-Fi et on avait enfin accès à internet à la maison sur notre gros ordinateur. Et j'ai passé des heures et des heures, des journées, des soirées, des nuits entières sur internet à lire des trucs sur des forums, à jouer sur jeuxvideo.com. Je sais plus si c'est exactement ça le nom, certainement pas. Ça devait être autre chose, mais j'allais sur des forums concernant les rongeurs parce que j'étais passionnée par les animaux comme aujourd'hui, mais notamment des rongeurs parce que
que j'en avais à la maison, j'avais des gerbilles, des hamsters, des rats, etc. Forcément, quand vous avez des petits animaux de compagnie, vous leur donnez des prénoms. Moi, à cette époque-là, j'aimais beaucoup la consonance japonaise, donc tout ce qui était prénom japonais, nom japonais. J'avais découvert sur internet le dictionnaire français-japonais. Je crois que c'était littéralement le nom du site. Je cherchais plein de mots en français que j'aimais bien et généralement ça sonnait toujours bien en japonais. Du coup, c'est comme ça que je nommais mes animaux et j'ai commencé à apprendre un petit peu de vocabulaire à ce moment-là. Par exemple, je me souviens que j'avais un hamster qui s'appelait Tenchi. J'avais un petit chat que j'avais appelé Akiko aussi. Donc voilà, ça c'était vraiment mon tout premier apprentissage du japonais. Donc j'avais 11 ans à l'époque. Du coup, comme j'ai 31 ans aujourd'hui, on peut dire que ça fait déjà 20 ans que j'apprends le japonais, mais bon, pas vraiment. Je commençais à me passionner de plus en plus pour cette langue-là, mais c'était quand même très limité d'avoir juste un dictionnaire comme ça sur internet. Et donc j'avais demandé à ma maman si c'était possible qu'on trouve des cours de japonais quelque part, en sachant que à l'époque je vivais à La Ciotat. Donc La Ciotat, ça reste quand même une petite ville. À l'époque, il n'y avait pas d'association franco-japonaise ou de cours de japonais qui étaient donnés. Donc c'était assez compliqué. Il fallait aller jusqu'à Marseille pour pouvoir prendre des cours. Du haut de mes 11 ans, c'était juste pas envisageable en fait. En plus de ça, et ça a vraiment été l'élément qui a fait que j'ai abandonné mon envie d'apprendre le japonais à ce moment-là, c'est que ma mère, elle avait une copine à l'époque qu'on côtoyait beaucoup et qui m'avait dit que le japonais, elle connaissait bien et que c'était une langue qui allait mourir de toute façon dans pas longtemps, que le Japon était un pays voué à disparaître et donc que ça servait à rien d'investir dans cette langue-là. Avec ma mère, on l'a écoutée, on lui a fait confiance et on s'est dit oui, bon bah c'est sûr que si elle connaît et qu'elle nous conseille de pas apprendre, on va peut-être pas apprendre quoi. Mais bon, malgré tout, j'ai toujours gardé en moi cet amour pour le japonais, c'est vraiment resté au fond de mon cœur. Il y a d'autres passions qui sont arrivées aussi à ce moment-là en rapport avec le Japon, notamment la musique, le visual kei. J'étais une grosse fan de visual kei à cette époque-là, toute mon adolescence en fait. J'avais toujours quand même un lien assez proche avec le Japon malgré tout. Et entre mes 15-16 ans, ma mère s'est fait muter à Marseille, donc on a déménagé à Marseille. Comme je vous ai dit, là-bas il y avait plus d'occasions d'apprendre la langue. Et c'est de cette manière-là que j'ai vraiment eu mon premier cours de japonais à l'époque. Ma mère m'a inscrite à l'association franco-japonaise de Marseille. C'est vraiment le début pour moi où j'ai commencé à être en relation avec des professeurs japonais. J'ai trop kiffé en fait, c'était trop bien. Et franchement, je remercie encore vraiment ma mère de m'avoir inscrite là-bas. Comme elle voyait que j'étais passionnée et tout, même si on n'avait pas trop les moyens, elle me l'a quand même payé. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçu dans ma vie parce que grâce à ça, j'ai pu ensuite entrer à l'INALCO et ensuite arriver au Japon, etc. quoi. Parce que clairement, sans ce petit détail, je pense que j'aurais jamais pu entrer à l'INALCO et ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi de venir au Japon. Je me suis installée dans un petit salon de thé typiquement japonais où ils servent que des trucs japonais. J'ai pris du zenzai, c'est un dessert japonais à base de soupe de hanko, de haricots rouges, c'est sucré, avec des petits mochi à l'intérieur, c'est très très gourmand. Surtout quand ça commence à être l'automne comme ça fait vraiment du bien ce genre de petits plats sucrés. Et un thé vert, tout simplement, pour me réchauffer un petit peu, même s'il fait pas si froid que ça. Je vous rappelle qu'on est mi-octobre et pourtant il fait 25 degrés. Moi qui détestais le hanko avant, c'est fou comme les goûts peuvent changer quand même. C'est vraiment très bon. Juste un point en moins pour la cuillère en bois. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais je déteste la sensation d'avoir du bois dans la bouche. Ah, ça fait du bien. Bon allez, il est grand temps maintenant que je vous parle de mon entrée à l'INALCO. Donc c'est l'Institut National des Langues et Civilisations étrangères. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à apprendre le japonais de manière intense. Donc l'INALCO, moi j'y étais de mes 19 à mes 24 ans. Faut que je vous parle de quand je suis arrivée à Paris. Déjà j'étais trop contente d'arriver à Paris parce que c'était mon rêve de vivre là-bas. Bon, je me suis pris une petite claque en arrivant quand même parce que la vie à Paris c'est pas vraiment ce qu'on imagine. Moi dans ma tête j'avais un petit peu ce qu'on peut trouver aujourd'hui, le fantasme de Emily in Paris. Ça existait pas encore à l'époque mais c'est un petit peu ce que j'avais en tête en tout cas. Parce que j'étais déjà venue en voyage plusieurs fois et en voyage c'est trop bien, on est en vacances, on découvre des endroits culturels tout le temps. On fait que ça toute la journée donc c'est plein de découvertes, c'est vraiment trop bien en fait quand on vient en tant que touriste. Mais y vivre en tant qu'étudiant pauvre, c'est vrai que ça c'est une autre histoire. Donc je suis entrée en L1 à l'INALCO, j'étais trop heureuse d'avoir été sélectionnée. Je ne me souviens plus des chiffres exacts concernant le nombre d'étudiants qui
fait la demande pour entrer à l'INALCO, le nombre qui est accepté, et dans mes souvenirs lointains, c'était 2000 candidatures, seulement 600 ou 300 élèves qui sont acceptés et la moitié à peu près qui abandonnent au cours de la première année. Ça, c'est à chaque fois, au fur et à mesure des années, vous avez un pourcentage assez élevé de gens qui abandonnent. Ce qui fait que quand vous arrivez en master, par exemple, il y a vraiment pas beaucoup de monde. On était peut-être une trentaine, je crois. Et c'est assez fou parce que vraiment, l'INALCO, c'est l'école la plus prestigieuse qu'on peut trouver pour apprendre le japonais en Europe. En termes de nombre d'étudiants, en termes de professeurs, ce qui explique aussi en partie pourquoi c'est extrêmement dur et pourquoi il y a énormément de gens qui abandonnent. C'est parce que vraiment, il faut s'accrocher de fou. Et donc moi, la première année, je me suis pris une de ces claques. C'était impressionnant. Déjà, tout ce qui est hiragana, katakana, vous devez les connaître avant même d'entrer à l'INALCO, ce qui semble logique en fait. Vous commencez à apprendre le japonais directement sur des bouquins qui sont en full japonais, donc forcément, il faut au moins savoir les katakana et les hiragana. C'est la base. Et je crois que si vous les connaissez pas encore, mais que vous arrivez quand même à arriver à l'INALCO, vous avez seulement une semaine pour tout apprendre. Et je vous assure qu'en termes d'apprentissage, que ce soit mémorisation, révision, examen, etc., entre le lycée et l'INALCO, mais le gap, il est interdimensionnel. Genre, c'est vraiment un truc de fou. Vraiment, hein, le niveau d'exigence qui est demandé à l'INALCO, il est impressionnant. Et quand on est un petit lycéen tranquille, qu'on a les cours, qu'on révise pour le bac, etc., mais c'est rien par rapport à ce qu'on nous demande à l'INALCO. Les examens qu'on a tous les semestres, ils sont hardcore. Et pour pouvoir réussir ces fameux examens, il faut apprendre à être autonome dans son rythme de travail aussi. En fait, il faut travailler tout le temps. Quand vous n'êtes pas à la fac, vous travaillez tout le temps. Il faut aussi avoir une quantité de mémorisation qui est beaucoup plus grande que ce qu'on avait auparavant. Quand on n'a jamais connu ça, c'est vrai que ça fait bizarre. Donc voilà, le passage a été tellement brutal pour moi que j'ai redoublé ma première année. En fait, j'ai tout simplement pas validé mes examens. J'avais le choix, soit abandonner comme beaucoup d'autres personnes, soit redoubler et devenir plus autonome, comprendre que là, il fallait vraiment que je me mette au travail de manière intense. J'ai vraiment hésité à ce moment-là à complètement abandonner, à faire autre chose, parce que ça m'a tellement déprimée en fait sur le moment que je me disais mais c'est impossible, en fait c'est pas possible. Pour moi, j'avais un mur en face de moi qui était impossible à franchir. Mais le fait d'arrêter, ça aurait aussi voulu dire que je quittais Paris, que je retournais dans le sud, et surtout, moi j'avais pas spécialement envie de faire autre chose. Je voyais pas spécialement d'avenir en dehors du Japon. J'avais déjà fixé mon but qui était d'aller vivre au Japon et je voyais pas d'autres moyens. J'ai décidé de redoubler et écoutez, c'était le meilleur choix possible en acceptant que j'aurais plus de vie sociale, que j'allais passer mes journées, mes soirées à réviser. Ça m'a permis de pouvoir emmagasiner toutes les connaissances nécessaires dont j'avais besoin pour réussir mes examens. C'était un rythme assez difficile dans le sens où par exemple, juste pour le cours de kanji, je devais en apprendre 30 par semaine. Donc vous vous dites ok, 30 kanji c'est jouable et tout, mais dites-vous que chaque semaine c'est 30 qui s'ajoutent. Donc à la fin de la licence, ça fait que vous devez connaître environ 1200 kanji. Et un kanji, c'est pas juste un signe comme ça. Un kanji, ça a plusieurs lectures. Pour les plus simples, il y a 2 lectures. Donc pour un seul signe, vous avez plusieurs manières de le lire. Et c'est ça qui est compliqué. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des super bonnes notes en kanji. Genre j'avais des 17 sur 20 et tout. Genre vraiment j'étais trop forte en kanji et j'étais trop fière de ça. J'étais trop contente. Moi ce que j'ai fait, c'était une LLCER, donc licence de langue et de civilisation étrangère et régionale spécialisée en japonais. Et donc on apprend tout le côté civilisationnel du Japon, donc que ce soit la culture, l'histoire, les arts, l'économie, la politique. Et à côté de ça, on apprend aussi la langue, donc l'oral, l'écriture, notamment les kanji et tout ce qui est grammaire. Franchement, les cours civilisationnels, ils sont incroyables. Tous les professeurs qu'on a, c'est des spécialistes. Le truc que moi j'ai un petit peu à reprocher à l'INALCO, c'est que pour les cours de langue et notamment pour les cours d'oraux, ça, je trouve que c'était clairement pas assez. En semaine, on devait avoir à peu près 2 heures de cours d'oral. Et en fait, pendant les cours, on écoute surtout le professeur parler. Même si on avait des cours d'oral, on n'avait pas spécialement l'impression de progresser. Je pense qu'il faudrait limite un cours particulier pour chaque élève qui puisse avoir des discussions avec un natif. Parce que franchement, c'est super dur quoi. Sinon, si vous n'avez pas d'amis japonais à côté de la fac ou des personnes avec qui vous pouvez parler japonais, c'est quand même très compliqué de s'améliorer. Et moi, malheureusement, c'est un petit peu le problème que j'ai eu. Plus d'autres soucis de stress, je pense, et d'anxiété par rapport à ça, que quand j'avais des examens où il fallait passer à l'oral, mais c'était une angoisse absolue. Je crois que j'ai jamais été aussi angoissée de ma vie avant un examen. Vraiment, genre, je sentais tout mon corps suer. J'avais limite envie de tomber dans les pommes tellement j'étais stressée, quoi. Alors que c'est juste 10 minutes avec un professeur avec qui vous devez parler, quoi. C'est pas non plus la fin du monde. Mais pour moi, c'était vraiment difficile.
difficile. Le fait de prendre conscience que mon niveau d'oral était nul par rapport à mon niveau écrit, mon niveau d'écoute, je sais pas, ça m'a créé une espèce de pression intérieure et je me disais que j'étais un petit peu une imposture quoi, parce que je savais écrire, je savais comprendre ce que les gens disaient en japonais, mais par contre moi parler, j'ai toujours eu ce gros blocage là. Ce stress là, j'ai l'impression que depuis l'INALCO, je le porte toujours en moi et quand il faut que je parle japonais, j'ai toujours le stress en fait, j'ai toujours l'angoisse. Et c'est super dur. Les seuls moments où j'étais vraiment capable de parler en japonais, il fallait vraiment que je l'écrive avant, que je l'apprenne par cœur et ensuite je pouvais réciter mon texte par cœur en japonais sans problème. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait quand je suis passée en entretien pour faire des échanges universitaires, mais ça c'était en master. J'ai eu ma licence avec brio, j'ai eu vraiment des super bonnes notes tout au long des années qui passaient. Mais malgré tout je gardais quand même cette espèce d'insécurité en moi par rapport à l'oral. Ça m'a pas empêché de passer en master. Et en master j'étais super contente parce que quand vous allez en master c'est surtout pour apprendre la méthode scientifique, c'est pour apprendre à faire des recherches et apprendre à comment écrire un mémoire. D'ailleurs moi mon projet de mémoire en M1 à l'INALCO c'était sur le patrimoine industriel japonais. Comme vous le savez peut-être, je suis passionnée d'exploration urbaine et donc tout ce qui est anciens bâtiments, vieux bâtiments, ça me passionne beaucoup. Pour moi c'était un sujet parfait parce que j'avais notamment en tête des sites qui étaient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez notamment l'île de Hashima, Gunkanjima. J'avais eu l'occasion d'y aller en 2015 d'ailleurs sur cette île. Je voulais vraiment focaliser mes recherches là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne de fou. Bon, je vais pas dire que je regrette un petit peu, mais je trouve ça dommage de pas avoir continué parce que après quand je suis arrivée au Japon, j'ai changé mon sujet de recherche et finalement je me suis dirigée vers la criminalité et vers des études sociologiques à Kabukicho, donc le quartier qui craint de Shinjuku, vous connaissez sûrement. J'ai totalement abandonné mon projet sur le patrimoine industriel. Franchement, j'ai adoré ma première année de master à l'INALCO, c'était trop bien. C'est là que j'ai pu avoir la chance de m'inscrire dans une fac japonaise. J'ai eu la place à Tokyo en plus dans l'université métropolitaine de Tokyo qui m'a permis de rester 2 ans sur place. J'étais inscrite vraiment en tant qu'étudiante normale dans la fac au Japon, j'étais pas juste en échange et après voilà, c'est comme ça que je suis enfin arrivée au Japon. Je vous en ai déjà parlé assez souvent de mon arrivée au Japon dans d'autres vidéos, mais je pense pas avoir déjà abordé cet aspect-là de la langue. Quand je suis arrivée au Japon, j'étais censée avoir le niveau JLPT N2. Donc pour ceux qui connaissent pas le JLPT, c'est un peu comme le TOEIC mais version japonais. C'est un examen qui est assez controversé parce qu'on a beau avoir le JLPT N2, ça veut pas dire qu'on est forcément ultra à l'aise avec la langue à l'oral parce que le JLPT il consiste en gros à un examen d'écrit et d'écoute, mais il n'y a pas d'examen oral. Pour moi c'est parfait parce que je suis assez douée à ce qui est écrit, je suis douée aussi à l'écoute, j'ai aucun problème pour ça, donc forcément pour moi c'est easy d'avoir le JLPT N2. Par contre moi c'est au niveau de l'oral que j'ai du mal. Bon alors le niveau N1, le plus haut du coup, ça je ne sais pas si je serai en capacité de l'avoir, certainement pas aujourd'hui, parce que je pense que depuis mes études j'ai quand même pas mal oublié de kanji etc, malgré le fait que je vive ici. En fait si vous voulez les kanji, si vous les apprenez pas en permanence, vous avez tendance à les oublier très rapidement. Voilà. C'était un petit peu compliqué pour moi déjà de base de discuter avec des japonais sur place parce que je pense que j'avais pas le niveau nécessaire pour tenir une conversation quoi, tout simplement. Malgré mes nombreuses années d'apprentissage et d'études, franchement j'étais incapable de tenir une conversation de plus de 10 minutes quoi. Alors, les petites conversations de base, ça allait. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Mais après, quand c'était un petit peu plus compliqué, genre si on allait me poser une question qui sort un peu plus de l'ordinaire, là ça commençait à devenir un peu compliqué. En plus moi j'ai un souci, c'est que quand je commence à comprendre que là ça va devenir un petit peu trop compliqué pour mon niveau, j'ai tendance à me refermer sur moi-même et du coup à faire en sorte que la conversation se termine le plus rapidement possible pour pouvoir sortir de cette situation gênante le plus rapidement possible. Et je suis totalement consciente de ça et je sais que c'est dommage parce qu'en fait en faisant ça, ça m'empêche de progresser réellement parce que justement c'est en faisant des erreurs qu'on progresse. Le souci c'est que moi je ne m'autorise pas à ça, donc c'est compliqué quoi. Ça fait que j'ai eu moins tendance à côtoyer des japonais, mais c'est pas la seule raison parce que quand je suis arrivée au Japon, j'ai rencontré mon copain de l'époque, donc mon ex, qui lui était japonais mais il parlait un anglais parfait parce que son père travaillait dans la base américaine. Du coup il avait pris des cours
cours depuis tout petit. Donc il avait vraiment un anglais parfait pratiquement. Vu que moi j'étais plus à l'aise en anglais qu'en japonais à l'époque, ce qui est fou quand même quand on sait que j'avais dédié ces 5 dernières années au japonais uniquement et pas du tout à l'anglais. Et pourtant j'étais quand même plus à l'aise en anglais qu'en japonais. Donc avec mon ex, on discutait que en anglais, pas du tout en japonais. C'est cool d'un côté parce que j'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là, mon niveau d'anglais s'est beaucoup amélioré. Genre j'ai aucun souci à discuter en anglais avec quelqu'un, à comprendre les conversations, à regarder des vidéos, à regarder le YouTube anglophone. Je pense que depuis cette période-là, vraiment, ça m'a débloqué mon anglais et ça, c'est super cool. Mais en côtoyant cette personne-là et donc en côtoyant ses amis qui étaient aussi anglophones, j'ai créé mon petit réseau d'amis anglophones ici sur place. Mais quand je suis arrivée au Japon, j'ai eu un sentiment de solitude assez extrême. Genre, je me suis jamais sentie aussi seule de ma vie que la première année où je suis arrivée ici. Et donc, je pense que le fait de m'entourer de personnes anglophones, donc qui sont plus proches de ma culture, de la culture française, ça me rassurait un petit peu d'un côté parce que j'avais l'impression d'avoir des personnes qui me comprenaient un peu plus. Bah du coup, j'avais aucune raison de vraiment parler japonais avec des gens vu que j'avais tous mes amis qui parlaient anglais. Si, vous allez me dire, mais Fanny, t'étais inscrite à la fac, une fac japonaise quand t'es arrivée. Oui, effectivement. Mais alors, il y a quelques détails quand même qui sont importants à prendre en compte. Le département dans lequel j'étais inscrite à la fac, c'était le département sciences humaines et plus spécifiquement culture française. Donc moi, tous mes profs, ils étaient bilingues français-japonais. Certes, ils me parlaient souvent en japonais, ils m'envoyaient des mails en japonais, etc. Mais quand on avait des conversations à la fac, vu que je savais qu'ils comprenaient le français, je me disais, tant qu'à faire, autant qu'ils comprennent 100% ce que je vais leur dire et que je leur dise en français, ce sera plus simple. En gros, c'est ça. Voilà, encore une fois, c'est une erreur à ne pas faire parce que je pense que c'est une phase de l'apprentissage d'une langue par laquelle il faut passer, même si c'est gênant. On va changer d'endroit parce que je suis en train de me faire littéralement bouffer par les moustiques et je vous avoue que c'est un petit peu chiant. Mince, j'ai été prise au dépourvu, je pensais que le parc fermait à 17h. Et en fait, il ferme à 16h. C'est vrai qu'il commence déjà à faire sombre. Et en plus, il y a un hélicoptère qui passe au-dessus. J'ai pas de chance. Bon écoutez, on a changé d'endroit, on est dans un environnement un petit peu plus citadin. Je vais me dépêcher avant qu'il fasse nuit parce que vous savez, la vie de maman, je dois aller récupérer ma fille à la crèche, tout ça. Du coup, je voulais vous dire où j'en suis actuellement dans mon niveau de japonais. Honnêtement, j'aimerais bien vous dire que je suis totalement bilingue. Après 7 ans de vie au Japon, ça y est, j'arrive à maîtriser le japonais parfaitement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, sinon je ne vous ferai pas cette vidéo. Vous savez, en plus c'est assez difficile pour moi parce que dans mon entourage, j'ai mon mari qui est français lui aussi, mais qui est bilingue en japonais. J'ai envie de dire parfaitement bilingue, mais il va me dire mais non, je suis pas parfaitement bilingue, machin. Je vous dis ça honnêtement, c'est pas parce que c'est mon mari, c'est un fait. C'est l'étranger qui parle le mieux japonais que j'ai rencontré de toute ma vie. Même mes professeurs à l'INALCO, ils le dépassent pas. Et donc, quand je vois des personnes comme lui qui maîtrisent de fou, qui sont super à l'aise, qui arrivent à avoir des amis japonais et tout, bah, c'est vrai que ça me donne envie aussi d'être pareil, pouvoir moi aussi maîtriser la langue et pouvoir vous dire un jour que moi aussi, ça y est, je suis bilingue. Franchement, c'est vraiment mon objectif sur le long terme. Techniquement, j'ai quand même le JLPT N2, mais comme je vous ai dit, franchement, ça veut pas dire grand chose quand on parle de japonais parlé. Là, je vous dis ça, on dirait que je sais pas du tout parler la langue et tout, mais si, je sais parler japonais, je parle le japonais quand même. J'arrive à travailler dans un environnement qui est 100% japonais, j'arrive à vivre au Japon sans souci, genre j'ai aucun souci quand je me balade, quand je dois discuter avec des gens, quand je dois demander des informations ou quoi que ce soit, il y a zéro problème. Je suis totalement à l'aise par rapport à ça. En fait, je vous avoue que là où je sens surtout mes limites, et qui me frustre un petit peu, c'est quand je suis au travail notamment et qu'on a des meetings, donc des réunions. Là, on me demande souvent de donner mon expertise, entre guillemets, sur certains sujets et parfois, j'arrive pas à dire les idées que j'ai envie de dire d'une manière claire. Et là, je sens que j'ai mes limites et comme je vous ai dit en début de vidéo, quand je sens que j'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire, j'ai tendance à me bloquer et du coup, je me dis « Oh putain, j'arrive pas à parler » et du coup, je vais parler de plus en plus mal. Je comprends pas, parle doucement. C'est un cercle vicieux, c'est très chiant, j'ai envie de sortir de ça sincèrement. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je me sens limitée et j'ai très envie de progresser pour devenir aussi forte que mon mari. C'est bon, c'est parfait.
Malgré tout ça, quand même, je sens que forcément, petit à petit, au fur et à mesure des années qui passent, je m'améliore. Et notamment, depuis que je suis devenue maman, j'ai l'impression que ça a débloqué quelque chose en moi parce qu'en fait, j'ai pas le choix. Parfois, il faut que je puisse discuter de manière naturelle, que les gens puissent me comprendre. Je pense notamment à quand je vais chez le médecin ou par exemple, même pire, quand on doit aller aux urgences. On a dû aller 2 fois aux urgences déjà avec Mini. Et dans ces moments-là, c'est hyper important de savoir parler clairement, de savoir expliquer ce qui se passe, pourquoi Mini est malade, qu'est-ce qu'elle a exactement. C'est trop important d'avoir toutes les informations claires. J'imagine même pas en fait ne pas comprendre quand on parle de mon bébé. Si je manque des informations, franchement, ça serait horrible, horrible, horrible. Ça va, j'y arrive heureusement. Voilà, le fait de devenir maman, de devoir côtoyer plus de lieux dont j'avais pas l'habitude avant, ça, je sens que ça m'a fait beaucoup évoluer dans mon vocabulaire. Ça commence à être très bruyant là, dis donc, entre le vent, les camions et tout. J'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Enfin voilà, tout ça pour dire que je me rends compte qu'en fait apprendre une langue, c'est jamais complètement terminé. Ça a beau faire 20 ans que je m'intéresse au japonais, ça veut pas dire que je suis bilingue pour autant. Et j'ai encore envie d'en apprendre tous les jours et je pense que ça, ce sera certainement jusqu'à la fin de ma vie. Et je pense que le jour où j'arriverai vraiment à avoir des amis japonais, à plaisanter avec eux ou même à faire des blagues ou quoi, je pense qu'à ce moment-là, je me dirai ok, c'est bon, j'ai passé un cap. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Aussi, d'un côté, je me dis que le plus important dans une langue, au moins, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir se faire comprendre. Et bon, ça, je pense que j'y arrive déjà. Je vous propose de continuer cette aventure avec moi. De toute façon, vous verrez bien au fur et à mesure des années comment mon niveau évolue. J'espère que ça évoluera en bien et pas en mal parce que sinon, la honte quand même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un boost, un j'aime, à mettre un commentaire même. Dites-moi, est-ce que vous apprenez le japonais aussi? Est-ce que vous avez envie d'apprendre la langue ou est-ce que vous parlez d'autres langues même? Surtout, n'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est pas encore fait. Moi, je remercie encore une fois Italki d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vraiment, c'était les sponsors parfaits pour aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a le petit lien en description si jamais l'offre vous intéresse. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.